Alors, quelles sont vos qualités que vous avez? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de faire ce que vous faites actuellement? Quelles sont vos forces? Voilà, alors ça peut faire un petit SWOT, je sais que c'est assez académique, mais c'est la base. Aujourd'hui, si vous le faites, c'est parce que vous différenciez des autres, vous le faites d'une autre manière que les autres, sinon, c'est pas la peine de le faire, je pense. SWOT du coup, David, pour tous les gens qui connaissent pas ce que c'est. Le SWOT, c'est un outil qui va vous permettre d'identifier vos forces, vos faiblesses, les opportunités, voilà, et voilà, tout ce qui entoure votre écosystème en termes de business, et surtout par rapport à vous et votre personnalité. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir... c'est un tableau en fait en croix, hein, et d'un côté vous mettez vos forces, vos faiblesses, de l'autre opportunités et menaces. Quand vous connaissez les menaces, c'est-à-dire vos concurrents, si par exemple c'est le prix, vous ça va être votre force, ça va être la qualité, vous n'allez pas vous battre au même niveau, ça sert à rien en fait. Il y a un moment, il faut vous différencier. Voilà. Donc, quelle est la valeur, finalement, on peut résumer, quelle est la valeur ajoutée que vous allez amener à votre travail et donc à vos clients? Et au début, voilà, pour tous ceux qui vont faire cet exercice, par exemple, là, et qui se disent, oh, mais attends, je l'ai déjà fait 10 fois, c'est bon. Moi, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était en licence de commerce et machin, et je me disais, oh, David, c'est un peu relou quand même de faire ça. Et en fait, après, dans les autres exercices, quand on va commencer à définir la stratégie, quand on va commencer à définir tous les éléments qui gravitent autour, j'ai dû me reposer sur les valeurs que j'avais écrites. Et là, j'ai compris l'importance de faire cet exercice. Donc, même si ça vous fait chier, même si vous pensez que vous ne voyez pas l'intérêt tout de suite là, de cet exercice, derrière, on va le réutiliser. Derrière, on va en comprendre le sens. Ah ouais, faut le faire. Et même, c'est sur les valeurs, je me base uniquement sur les valeurs pour créer l'identité visuelle. C'est pour vous dire l'importance des valeurs. C'est grâce à ces adjectifs, 2, 3, 4 adjectifs, que vous allez vous écrire, qui vont faire que derrière, il y aura une identité visuelle et il y aura un message à transmettre. Parce que vos valeurs, c'est ce que vous allez transmettre, c'est ce qui va transpirer de vous. Moi, j'achète pas chez vous si je connais pas les valeurs. Ça se trouve, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, et peut-être comme moi, vous ne comprenez pas à quel point les valeurs transpirent dans l'identité visuelle et vous ne voyez pas à quel point les valeurs ont un impact sur les couleurs, sur les typos, sur le logo, etc. Oui, Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que en ayant fait cet exercice à fond, quand David m'a fait une proposition de logo, c'était incroyablement connecté avec qui je suis et avec ce que je veux faire et avec là où je veux aller. Et ça uniquement parce qu'on a fait le travail à fond. Ouais, on n'a pas fait 40 identités visuelles en fait, hein. Mais ça, c'est un travail en amont qu'il faut faire. Ce sont les valeurs. Pour vous aider sur les valeurs, je vais vous indiquer 2 sites. Et je vais mettre les adresses, voilà. Le premier, c'est les 10 principes fondamentaux de Google. C'est les valeurs de Google. Alors en fait, dans les valeurs de Google, voilà, vous avez par exemple, la première, c'est privilégier l'utilisateur, le reste suivra. La deuxième valeur, c'est mieux vaut faire une seule chose et la faire bien. Tout ça, c'est en ligne, hein. Je vais vous mettre l'adresse, c'est en ligne, voilà. En 3, c'est toujours plus vite, etc. Il y en a 10 comme ça, de chez Google. Donc, vous voyez que des valeurs, c'est comme la mission, il faut l'afficher. C'est pour ça qu'on achète chez vous, c'est pour vos valeurs. J'ai une valeur de chez Facebook aussi que j'aime bien partager, que j'aime bien utiliser, surtout par rapport aux e-commerçants. C'est par rapport à tout en fait, mais move fast and break things. C'est une des valeurs de Facebook. Et donc, ça veut dire littéralement bouge vite et casse des choses. Parce que par exemple, Facebook, c'est une société qui est très innovante et qui veut que ses employés gardent cette idée d'innovation. Et même si parfois, tu vas trop vite dans l'implémentation de choses ou dans le test de nouvelles fonctionnalités, etc., c'est OK. S'il faut que tu casses des choses qui marchaient avant pour pouvoir tester de l'innovation, fais-le. Et en fait, indirectement, Facebook, à travers ses valeurs et à travers ce code qu'il donne à ses employés, les autorise à être innovants et à casser des choses. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, et ce qui n'est pas dans l'ADN de plein d'autres sociétés. Ah bah non, chez Oracle, c'est pas ça, hein, je peux te le dire. Hein. Par exemple. Non, mais voilà, des valeurs, ça peut être simple. Par contre,
le truc à faire, c'est vous prenez une valeur. Par exemple, la valeur, alors ça peut être la valeur économique, écologique. Ça, c'est des valeurs qui sont simples. Valeur centrée sur l'humain. Voilà, c'est une autre valeur. Je vais finir avec un dernier exemple et puis je vais vous expliquer justement par rapport à ces valeurs. Là, un dernier exemple, j'aime beaucoup, c'est les valeurs de Blablacar. Je vais vous mettre aussi le lien. Blablacar a vraiment des très belles valeurs. Et ils appellent ça les blabla principes, d'apprendre plus, de partager plus, d'être le membre, d'être le client, etc. Donc voilà, ça c'est... Une fois que vous avez votre valeur, imaginons, je prends un truc simple, écologique. Vous avez une valeur sur l'écologie, c'est votre dada, l'écologie. Mettez pas simplement écologie, développez votre valeur. Faites un paragraphe sur cet adjectif. Pourquoi l'écologie en ce moment? Comment l'écologie? Une valeur, ça se développe. Et justement, avec les deux exemples là que je vous donne, vous allez voir que les valeurs sont développées par paragraphe. Mais dites-vous pas, c'est un truc, c'est chiant, machin. Non, parce que c'est pourquoi on va acheter chez vous. Ouais, c'est la connexion avec les gens. C'est le tribalisme aussi, hein. C'est votre capacité à créer votre tribu, quoi. Ah, complètement. Ah, exactement. C'est comme ça qu'on connecte une communauté, qu'on crée une communauté. Je suis entièrement d'accord. C'est grâce à ces valeurs et c'est parce que on arrive à les définir, d'une part, mais on arrive aussi à bien les expliquer avec tout un paragraphe. Ça peut demander un peu plus de temps en copywriting, mais c'est pas grave, il faut le prendre ce temps. Parce que ces valeurs-là, ce temps que vous allez passer à développer ces valeurs, c'est un boulot que vous aurez pu à faire pour la suite, pour justement votre identité visuelle. Vous aurez pu à communiquer pour vos partenaires. Si vous travaillez demain avec un partenaire, imaginez que vous travaillez demain, vous avez besoin d'un copywriter. Mais il faut lui expliquer tout ça. Vous allez rabâcher vos valeurs, vous allez rabâcher tout ça? Non, vous l'avez déjà fait pour votre image de marque. Ah, ça, typiquement, qu'est-ce que j'ai perdu de temps, c'est sûr. Et c'est un travail que j'ai fait trop tard, c'est sûr. Et c'est super important. Et donc, on a vu la mission, on a vu l'histoire, et là, on a vu les valeurs. Ces trois-là, ils doivent avoir un lien. Voilà, ces trois-là doivent avoir un lien. Donc, on a vu la mission d'Enzo. On a vu l'histoire d'Enzo. Maintenant, on va voir les valeurs d'Enzo, parce qu'on est là quand même pour Enzo. On est là pour travailler son branding. Donc, voilà, je pense que j'ai essayé de vous amener le maximum de valeur ajoutée pour justement... ces trois piliers-là, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas créer une image de marque sans ces trois piliers qui sont en plus indissociables. Ils doivent être logiques entre eux. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, pour reprendre les valeurs, en fait, les valeurs fondatrices d'Enzo, alors, ces valeurs ont été, d'une part, par rapport à lui, mais aussi par rapport à la perception. Vous vous rappelez le sondage qu'on a fait au départ? On en a fait un résumé, parce que c'est quand même la perception de sa communauté. On en a fait un résumé, et ce qui lui correspond le mieux, voilà. Donc, ces valeurs fondatrices vont être d'être indépendant. L'indépendance, c'est une valeur, voilà, d'entreprendre sa vie. Donc l'entrepreneuriat, c'est une autre valeur, parce qu'il en parle dans son histoire. T'en as parlé, le mot entreprendre, t'en as parlé quand t'as raconté ton histoire, tu l'as dit au moins 10 fois, et c'est plus, quoi. La liberté financière, la liberté de voyager, la liberté. Et ensuite, les valeurs de pouvoir, d'énergie et de dynamisme. Voilà en gros les valeurs d'Enzo Honoré. Vas-y, hein, j'ai pris la parole. Voilà, donc l'énergie, le pouvoir. Alors, c'est pas le pouvoir, attention, la valeur pouvoir, c'est pas le pouvoir de... Avoir du pouvoir, c'est ta capacité de pouvoir faire. Le pouvoir de compétence, voilà. L'idée derrière ça, c'est que peu importe qui tu es, tu peux devenir qui tu veux être. Voilà, exactement. T'as la compétence d'être quelqu'un d'autre, ou d'être qui tu es, mais de développer en tout cas ton pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs, et c'est ces valeurs, justement, qu'on est en train de développer. Et pour l'instant, c'est des mots. C'est des mots qui sont en relation avec l'histoire, c'est des mots qui sont en relation avec le pitch, la mission. Donc vous comprenez mieux maintenant le côté super-héros moderne. Le côté guider un entrepreneur pour qu'il accède à son pouvoir. Voilà une image de marque. Là, on est en train de vraiment construire une image de marque. Maintenant, il va falloir l'afficher sur un site internet, il va falloir transmettre ça de par une identité visuelle. Ça, c'est un autre boulot. Pour l'instant, on en est à la stratégie. Et l'avant-après va être incroyable.
l'avant-après va vraiment être incroyable. Parce que je suis complètement différent aussi. Alors, bien évidemment, en parallèle là, du branding, ça tombait très très bien. On est dans un super processus. J'ai développé un process de transformation de développement personnel. J'ai fait une immersion que je vous recommande 10 milliards de fois de faire en dev perso, qui m'a justement permis d'accéder aussi à moi-même et à me reconnecter à moi-même. Bon, complètement lié. Hein. Faut pas croire que c'est deux éléments qui sont complètement différents. Le moment où je fais mon branding, le moment où je fais cette immersion de transformation. Mais je suis complètement différent. Donc, je m'autorise aussi à communiquer complètement différemment. Mais le avant-après va être magnifique. Et je sais que les outils qu'on est en train de développer, parce que ce sont des outils, hein, la marque est un outil, mon pitch est un outil, le storytelling est un outil, va me permettre d'accéder aux gens avec lesquels j'ai envie de travailler, aux gens que je dois impacter aussi. J'ai l'impression, en tout cas, qu'avant, c'est pas ce que je faisais qui était problème, c'est l'intention avec laquelle je le faisais, la tonalité avec laquelle je le faisais, la cohérence avec moi-même que j'avais. Parce que le problème, c'est pas de faire du dropshipping, le problème, c'est pas de vendre une formation de Ah marketing non. ou d'e-commerce. Je pourrais très très bien continuer à faire ça aujourd'hui, mais le faire avec pas la même intensité, pas la même énergie, pas la même conviction. Pas la même passion. Exactement. Et il y en a qui le font d'ailleurs avec en image de marque, avec une vraie image de marque du dropshipping, et qui ont une passion, qui ont une conviction, qui ont une mission à apporter qui est fabuleuse, quoi. Le problème, c'est pas quoi, c'est pas ce que vous faites, c'est comment et pourquoi. Pourquoi vous le faites, surtout, voilà. Voilà, exactement. On en revient... On en revient toujours au même. on en revient au même. Donc, on a établi les valeurs, ok. Maintenant, après, il a fallu établir le positionnement, c'est-à-dire identifier un public cible, un segment en fait de marché spécifique et comprendre un petit peu la concurrence. Pourquoi comprendre la concurrence? Tout simplement pour dire déjà quelle est la valeur ajoutée de Enzo Honoré, quelles sont ses forces et faiblesses, encore une fois, et voilà, et surtout comment il va se différencier du marché, de cette fameuse concurrence. Donc on peut dire le positionnement. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé des avatars, un persona buyer à Enzo. Pour ça, on a utilisé quoi, Enzo? Je te laisse un peu reprendre la parole par rapport à l'avatar, au persona buyer, par rapport au positionnement, au marché et tout le tintouin. Questionnaire. On commence déjà par un énorme questionnaire. On parle de l'état initial ou on parle d'une nouvelle avatar? Des deux, parce que le nouvel avatar, il y a quand même, je dirais que on crée pas un nouvel avatar comme ça. Out of nowhere. Il y a une source, et la source c'est quand même l'état initial. Voilà. Après, il est modifié pour X raisons. Du coup, on s'est encore une fois basé sur le sondage qu'on a fait, sur les gens qui nous suivent, sur les statistiques des réseaux sociaux, sur les statistiques de YouTube, et sur les gens qui aujourd'hui avaient acheté mes produits, sur les gens qui gravitent autour de moi aujourd'hui, sur les gens aujourd'hui que j'avais eu un impact. Donc, on réfléchit qui sont ces personnes en termes de données démographiques, en termes de situation de vie également, en termes d'impact que les programmes, que les formations, que les vidéos ont pu avoir sur eux. Ça a été du coup l'état 1, l'état initial, d'essayer de comprendre. Ensuite, basé sur la mission, basé sur l'histoire, basé sur les valeurs, affiner un peu plus, je dirais, cette personne qu'est notre avatar type. L'avatar type, au début, j'en avais 5. L'objectif, c'était de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on en a 2, peut-être 3. On aurait en tout cas une distinction si vraiment on voulait être très, très, très précis. Mais l'objectif, c'est toujours de partir en tout cas d'un segment de marché qui est assez petit, de devenir irremplaçable, de devenir hyper présent en tout cas dans ce segment de marché avant de grossir et d'attaquer d'autres trucs. Parce que bien évidemment, j'ai toujours envie de parler à plein de gens et de faire plein de choses. Non, mais c'est l'erreur, ouais. Il faut communiquer à une communauté. Il faut démarrer de façon très précise. Ouais, exactement. Et donc, on a justement défini tout ça. Alors, on a utilisé quelques outils que tu vas... Alors, pour les outils, moi, je vous conseille UseForge. UseForge, pourquoi? C'est gratuit, c'est simple, c'était simple, je pense. Oui. On peut partager à d'autres, à des associés, et voilà.
et les gens peuvent modifier. Et c'est super simple et c'est agréable à voir. Je veux dire, et c'est gratuit, complètement gratuit. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez en définir plein. Donc, UseForge. Voilà, je vous mettrai le lien. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Moi, je me rappelle que oui, c'est pas mal bagarré là-dessus. Je me rappelle qu'il y a eu pas mal de difficultés. Est-ce que tu te rappelles de la première difficulté? Tu t'aiguillais. Moi, je me rappelle que tu faisais ton persona buyer, tes avatars en fonction d'une donnée. Et c'est ce que j'appréciais pas. Ouais, c'est une discussion que j'ai encore eu ce week-end. Effectivement, aujourd'hui, on va dire que l'ancien Enzo avait cette valeur argent qui était très importante. C'est la valeur H dont tu veux parler peut-être. Non, c'est ça. C'est pas. Non, c'est la valeur, argent. C'est-à-dire combien. Voilà, je cible quelqu'un parce qu'il gagne. On a eu deux choses. Il y a 2 points qui sont distinctifs, qui sont importants, qui sont à prendre en compte dans la communication et qui sont assez compliqués, on va dire, à définir par rapport à mon histoire, par rapport à qui je suis, par rapport à mon marché. La première notion, c'est l'argent. Je pense que c'est beaucoup basé sur mon histoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis moins qu'avant, moins qu'hier, mais j'avais quand même cette connexion à l'argent, pas que positive. Et j'avais cette connexion à me dire, OK, les gens, c'est en fonction d'un niveau de revenu, c'est en fonction d'un niveau d'argent qu'ils prennent leurs décisions, que ça a un impact dans leur vie, que potentiellement, ils vont vouloir travailler avec moi. Alors que c'est pas vrai. Mais c'était une croyance que j'avais, c'était une vision que j'avais. Et donc, j'avais segmenté en fait mes prospects potentiels en fonction de combien ils gagnaient. Voilà. Au lieu de où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie, de où est-ce qu'ils en étaient dans leur activité, de où est-ce qu'ils en étaient dans leur business, de leurs objectifs, de leur volonté, de leur vision, je les avais cloisonnés par rapport à combien ils gagnaient. Et du coup, ça m'empêchait aussi de réfléchir à ce qu'ils étaient vraiment en train de vivre sous d'autres aspects. Ça me faisait me focaliser uniquement sur, OK, en fonction de combien ils gagnent, voilà qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à l'argent, par rapport au truc, par rapport à… Et donc, du coup, j'étais vraiment uniquement focalisé sur cette donnée argent, ce qui m'empêchait de voir un petit peu, je pense, concrètement, les étapes par lesquelles mon avatar passait et en fait, les émotions. Le conseil, c'est essayez pas de vous focaliser sur le fait que il gagne tant ou il gagne tant. Essayez de vous focaliser sur plutôt quelles sont ses valeurs, d'une part, et quelle est sa situation de vie à votre avatar. Est-ce que c'est une personne… plus large que l'argent, quoi. Ouais, est-ce que c'est une personne qui est mariée et qui a des enfants? Parce que vous savez, quand on a des enfants, tout change dans la vie. Voilà. Je le sais, peut-être que vous savez pas, mais voilà. Est-ce que c'est des gens qui sont uniquement sur le digital? Est-ce que y a plein de choses, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que cette notion d'argent. Et moi, j'aime définir un avatar en fonction justement de sa situation personnelle. Pourquoi il est là? Et là, l'avatar qu'on a défini. Alors, on va pas rentrer dans l'avatar qu'on a défini. On va pas le décrire, ça risque d'être trop long. Mais en gros, on a défini 2 types d'avatars en fonction de leur situation. C'est-à-dire, 1, je commence à entreprendre, tu me dis si je me trompe, et de 2, j'ai entrepris, mais je vais aller beaucoup plus loin. Je résume. C'est vraiment un résumé très bête et méchant, mais en gros, c'est ça. Mais ce n'est pas, je gagne 500 balles par mois et je gagne 5000 balles par mois. Non, faut arrêter ça. Pas juste ça. C'est pas juste ça, ouais. C'est pas du tout juste ça. Et du coup, l'importance aussi de définir ça, c'est le message qu'on va avoir par rapport à notre site, c'est le produit que l'on va proposer, c'est comment est-ce qu'on va lui amener aussi. Il y a le pourquoi qui va changer, il y a le comment qui va changer, parce que le quoi va changer. Et voilà, c'est très, très, très important, autant dans l'e-commerce que dans le consulting, que dans le coaching ou peu importe. Beaucoup de choses partent de l'avatar client. C'est à qui on communique. Exactement. Et voilà, je vous invite à faire ce travail en profondeur dans les questionnaires que j'utilise, avec lesquels je guide mes clients. Je vais jusqu'à réfléchir à la vie de votre avatar client. Réfléchissez à une journée type de votre avatar client avec le problème qu'il a dans sa vie, le problème que votre produit va résoudre. Et réfléchissez à quel point ce problème impacte sa vie au quotidien. Vous voyez ? Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas comment je fais. Imaginez, utilisez votre pouvoir de création, là, votre tête, et imaginez ce qui se passe dans sa vie au quotidien avec son problème
imaginez au quotidien ce qui peut se passer avec votre solution et donc sans ce problème, et racontez-lui ça en fait. Exactement. Comment votre produit ou votre service s'intègre dans le style de vie de vos clients. Quand vous avez compris ça, vous avez compris quel est le marché cible, quel est l'avatar cible. Voilà, parce que vous savez comment résoudre en fait le problème de certains clients. N'essayez pas de dire... je pense... Pas tous, surtout pas tous. Surtout pas tous. Non, c'est... Voilà, juste une communauté. Même une communauté d'une communauté. Je dirais même un peu. Après, on va élargir. Vous savez, Apple, aujourd'hui, vend à tout le monde. Mais ils n'ont pas commencé à vendre à tout le monde. Ils ont ciblé des communautés. Au départ, ils ciblaient la communauté des créatifs, uniquement. Et c'est aujourd'hui qu'ils vendent à tout le monde Apple. Mais ça, c'est... moi, j'ai connu Apple, ils vendaient uniquement à des gens qui faisaient du son et de l'image. C'est tout. Le reste... Donc voilà, comment se développer au niveau de... Comment définir votre marché. Donc, en 4, définissez votre marché, votre positionnement par rapport à votre concurrence. Essayez encore une fois aussi, c'est pas parce que si vos concurrents font ci, font ça, vous faites l'inverse. Sinon, si vous voulez faire exactement comme vos concurrents, c'est comme ça que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Vraiment. Le branding, et on en a parlé il y a encore peu de temps avec Enzo par rapport à ça, qu'on voulait finalement ressembler à presque, et même de façon inconsciente. Et qu'à un moment, non, il faut se dégager de ça. On est quelqu'un, on a des convictions, il faut se reprendre sur notre mission, sur nos valeurs, et dans ces cas-là, et c'est magique là. Vous savez, j'aime pas le mot magique, mais ça en devient magique en fait. C'est naturel. Et ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu. 4e, donc ça c'était le 4e levier. On va aller un peu plus vite au 5e levier. Alors, maintenant que vous avez ça, vous avez pratiquement, une fois que vous avez établi ça, les 4 leviers que là qu'on vient de voir, vous avez pratiquement établi à peu près votre stratégie. Le problème dans une stratégie, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut des objectifs. Il faut un résultat dans une stratégie. Il faut des objectifs. Et en branding, on n'a pas 36 objectifs en fait. En branding, on a 3 objectifs. Après, vous pouvez en choisir un seul, vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir 3, mais vous n'en aurez pas 4. Ça, c'est sûr. Et si vous en choisissez 2 ou 3, il va falloir les faire dans l'ordre. Je m'explique. On a 3 objectifs en branding. C'est l'objectif cognitif, l'objectif affectif et l'objectif conatif. Voilà. Alors ça, c'est un peu barbare comme mot, donc on va simplifier. L'objectif cognitif, c'est de se faire connaître, tout simplement. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'objectif affectif. Comme son nom l'indique, c'est de se faire aimer, hein, bien entendu. Et l'objectif conatif, c'est finalement agir sur l'intention d'achat. Vous voyez, donc c'est sûr que vous pouvez pas faire agir sur l'intention d'achat si vous n'êtes pas connu et si vous avez rien fait pour être aimé, forcément. Donc soit vous choisissez en fonction d'où vous êtes, vous choisissez des objectifs différents, soit simplement, par exemple, l'objectif cognitif, qui est de se faire connaître. Voilà, vous choisissez uniquement cet objectif et point barre. Et après, vous faites une autre stratégie avec peut-être les mêmes valeurs ou en changeant un peu, etc. et avec un autre objectif. Ou alors, vous avez les 3. Pour Enzo, j'ai décidé des 3, tout simplement. Donc, par rapport aux 3, j'ai décidé des 3 et bien entendu dans des étapes différentes. C'est-à-dire que, en effet, l'objectif conatif, donc d'agir sur l'achat directement, va être en dernier. L'objectif affectif va être en deuxième. Même s'il est connu. Je veux dire, aujourd'hui, t'as, je sais pas, sur YouTube, X dizaines de milliers d'abonnés, 30, un truc comme 30 000. Donc c'est quand même connu. En tout cas, par rapport à moi, il est connu, ça c'est sûr. Donc, ou par rapport à certains. Par rapport à moi, il y a 2 ans, quoi. Ouais, voilà, tout est relatif. Hein. Il y en a, ils sont suivis par des millions. Ok, tout est relatif, mais quand même, il est connu par 30 000 personnes. Ou en tout cas, il y a 30 000 personnes même qui l'apprécient, qui l'aiment, qui est déjà sur un objectif affectif. Pourquoi ? Parce que quand on suit quelqu'un, c'est que on veut voir régulièrement ce qu'il a à dire, son message. Donc il est déjà même sur un niveau affectif. Malgré tout ça, j'ai décidé on tire un trait et on recommence sur un niveau de notoriété. Hein, qui est donc l'objectif cognitif, qui est ce niveau de notoriété. Pourquoi ? Parce que Enzo, il n'est pas connu pour ce qu'on souhaite aujourd'hui.
Il est connu par rapport à ce qu'il a voulu dégager, le e-commerce, tout ce qu'on a vu, hein, le e-commerce, les valeurs, etc. Mais il n'est pas connu pour ce qu'il veut faire, c'est-à-dire guider les entrepreneurs à trouver leur super pouvoir afin de devenir des super-héros modernes. On est d'accord, je le connais, t'as vu, je connais par cœur le... Donc ça, il faut qu'il soit connu pour ça. Donc on va revenir à un objectif. Dans tous les cas, votre stratégie, ça va être ces 5 leviers. Pourquoi vous le faites, votre mission ? Comment, on va dire, ok, aussi. Et vous avez votre ADN, voilà. Votre histoire, tout ça, c'est lié. Vous avez votre marché, votre positionnement. Et enfin, pour quel objectif ? Est-ce que c'est pour être connu, c'est pour être aimé ou c'est pour vendre ? Vous pouvez, si c'est pour vendre, encore une fois, vous pouvez pas dire, dans une semaine, hop, c'est parti, j'ai un objectif pour vendre. C'est impossible. Si on vous connaît pas, vous ne pouvez pas vendre. Et ça, je pense que Enzo, dans l'e-commerce... Ah bah en fait, ces 3 étapes là, par exemple, si on prend l'exemple du dropshipping, notre objectif c'est que ces 3 étapes se fassent le plus rapidement possible. Et c'est notre tunnel de vente, c'est notre entonnoir de vente. Mais tu peux pas griller ces 3 étapes. Ah non, et on les retrouve dans tout tunnel de vente. Ces 3 étapes, on les retrouve dans tout tunnel de vente. Eh ouais, forcément. Donc voilà. Sauf que pour une marque, c'est sur du long terme. Ah bah c'est différent. Sur une marque, ça se fait pas sur une pub page de vente, et bien sûr. Alors, je vais résumer l'objectif déjà par rapport à Enzo. Je vais le résumer. Juste j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que ça aide d'avoir une compréhension des différents types de contenus pour savoir quelle est l'intention que tu dois poster derrière. Moi, typiquement, maintenant, avec ces connaissances-là, avec cette vision-là, je vais me dire, ok, je vais créer tel type de contenu qui est orienté vraiment pour mon prospect. Je me focalise que là-dessus. Et du coup, on sait par exemple que sur Instagram, on va apporter du contenu, on va faire que de l'inbound marketing pendant une semaine. Et sur YouTube, on va faire du brand marketing ou du brand content pendant une semaine. Et du coup, dans ma rédaction, dans ma réflexion sur mes contenus, c'est différent, c'est orienté. Et donc, ça va m'aider aussi à aller plus vite, à être plus impactant. Voilà. Exactement. Ça sert à ça, en fait, une stratégie de marque. Ça sert à ce qu'on t'identifie, toi, en tant qu'entrepreneur, et pourquoi toi, quelles sont tes valeurs, et tout ça, on l'a dit. Mais pour ça, aujourd'hui, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement il y a tellement de moyens de communiquer. Mais je suis sûr que tous les gens qui nous suivent le ressentent, ce truc, en se disant putain, mon Facebook est différent de mon Instagram, de mon YouTube. Et pourquoi ? Je mis une phrase différente à chaque endroit et je sais plus qui je suis, tu vois. Voilà, et surtout, pourquoi vous le faites ? Pourquoi sur Instagram vous faites ce type de photos ? Pourquoi sur Instagram vous mettez ce type d'illustration ? Pour faire joli, pour faire comme les autres. Mais c'est comme ça que vous allez rentrer dans la masse, en fait. C'est exactement ce que tu m'as dit quand on a commencé, d'ailleurs. Exactement. Encore une fois, l'objectif principal, là, je vous ai cité 3 objectifs différents pour que vous voyez bien des différences, pour que, justement, vous puissiez enfin travailler sur le message de vos contenus. Mais l'objectif, c'est de se différencier, hein, qu'on soit d'accord. À chaque fois, je vais le répéter, se différencier. Parce que vous êtes unique. Se différencier. Et ouais, c'est super important. C'est ça l'image de marque. Et donc, pour se différencier, il faut se dire pourquoi je crée ce contenu. Pourquoi j'ai mis cette photo ? Est-ce que c'est pour me faire connaître d'un point de vue viral ? Est-ce que c'est pour me faire aimer ? Parce que j'envoie de la bienveillance, j'envoie des valeurs dans le monde, et donc j'ai envie de me faire aimer, ou est-ce que c'est simplement pour vendre ? À vous de choisir, je peux pas choisir à votre place. Simplement, faites pas la bêtise d'avoir un objectif connatif, c'est-à-dire pour vendre tout de suite. Voilà. Essayez d'abord qu'on vous aime. Essayez que... Il y a plein de marques, en fait, rien que de les voir, on les aime. C'est bizarre, hein ? Ah, si je dis plein de marques, que ça soit dans le luxe ou pas, on les aime. Pourquoi ? Parce que ils ont transmis un message sur les réseaux sociaux, par papier, etc. Par la presse, ils ont transmis un message d'abord pour qu'on les aime. Voilà. Et il y a des marques qu'on aime moins, forcément. Justement, Apple, il y en a beaucoup qui l'aiment quand même, cette marque. Pourquoi elle l'aime ? Pourquoi on aime Apple ? Pour beaucoup, hein, je parle. Alors, il y a forcément 2-3 qui l'aiment pas. C'est bien sûr, heureusement que tout le monde est différent, mais je parle de la majorité. C'est important aussi dans le positionnement de marque et cette bataille, par exemple, Windows Apple. Pixar, pourquoi c'est une marque qu'on aime ? Disney, pourquoi c'est une marque qu'on aime ?
Parce qu'on a plein de souvenirs avec des Disney ou des Pixar déjà, hyper positifs. Et parce que des dans moments tout ce qu'elle fait, émotionnels. quand elle communique sur un message, dans tout ce qu'elle fait, elle le fait pour qu'on l'aime. C'est-à-dire que quand elle crée un film, la première chose c'est faut pas de violence, faut pas de sang et faut pas de sexe. Donc vous voyez que leur contenu il est quand même hyper cadré pour qu'on l'aime. Parce que bah, c'est sûr que quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, forcément, il n'y a que de l'amour. Et s'il n'y a que de l'amour, bah, on va l'aimer. Donc essayez vraiment de dire je fais ça pour qu'on m'aime, pour être vu ou quoi que ce soit. Et l'exemple de Rolex aussi, qui est un des exemples vraiment qui moi, m'impacte beaucoup et qui me touche beaucoup. Bah, t'as Louis Vuitton dans le délire aussi. J'ai grandi avec cette vision un peu de l'homme qui réussit et l'homme qui a une Rolex à 40 au poignet et une Mercedes à 50. C'était un peu le délire de mon daron, etc. En mode money, money, money. C'est le signe de la réussite et je me suis renseigné un peu plus sur cette marque derrière. Et il y a clairement aujourd'hui une autre inspiration et j'aime cette marque pour plein d'autres raisons, comme le dépassement de soi. Certainement beaucoup plus que Nike. Rolex a ça dans son ADN. La première femme qui a traversé la Manche à la nage portait une Rolex au poignet. Le premier homme sur la Lune portait pas sur la Lune, le premier homme dans l'espace portait une Rolex au poignet. Le première personne qui a gravi l'Everest portait une Rolex au poignet. Chacune de ces Rolex est un modèle. Et il y a une histoire énorme derrière ça de Rolex, de créer l'impossible, de faire ce que les autres n'ont pas encore fait, de se dépasser et d'aller chercher cette performance, cette réussite. Et ça m'a beaucoup plus inspiré en fait. C'est un excellent exemple parce que pourquoi on achèterait une montre je sais pas moi, je connais pas les... Oui, elle donne l'heure quoi. Ouais, alors une montre qui donne l'heure, exactement. Donc j'ai le choix entre la flic-flac, bon j'exagère, mais en gros, la Swatch, j'ai le choix entre la Swatch qui me donne l'heure et la Rolex à 50 000 balles, je prends un chiffre un peu au hasard, qui me donne l'heure. Les deux les deux représentent la qualité. Et si on parle de produits, uniquement de produits, bien sûr qu'elle représente la qualité. Et bien sûr qu'elle nous donne l'heure. Après, le goût, les couleurs, tout ça, on trouve des Swatch pas trop mal, je veux dire, pour homme un peu viril, quoi, aujourd'hui quand même, hein. Pourquoi je vais aller choisir la Rolex? Exactement pour les valeurs, pour la mission aussi, parce qu'elle a une mission de qualité, elle a une mission d'endurance, elle a une mission pour la mission, pour les valeurs qu'on a vues. Rolex, c'est la seule marque, si vous pétez et même pratiquement volontairement votre montre, elle est garantie, vous la remplace. Pour son histoire, elle a une histoire Rolex. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est dans les JO, hein, je crois, dans les courses automobiles, on voit la pendule Rolex. Dans les JO aussi, il me semble qu'il y a du Rolex. Dans le tennis, il y a du Rolex, voilà. C'est pas pour eux, il y a une histoire derrière. Donc, vous voyez que l'histoire, tout ça, ça fait partie de l'image de marque. Et l'image de marque, comme on l'a dit dans le premier épisode, ça permet de renforcer la valeur de votre produit, la valeur de votre offre. Donc, c'est hyper important. C'est pas pour vous ennuyer qu'on vous demande. Quand je dis on vous demande, moi je vous demande rien, mais c'est pas pour vous ennuyer qu'il faut définir ces valeurs. Ben non. C'est parce que justement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, demain, votre produit qui, j'en sais rien, moi, un stylo, bah, votre stylo, au lieu de le vendre 1 euro, vous allez le vendre 30 balles, 50 balles, 100 balles. Justement, ouais, j'allais arriver là-dessus en disant c'est en définissant précisément vos valeurs que votre produit va avoir plus de valeur perçue. Eh ouais, on est encore sur ce fameux schéma perception, hein, du début. Donc ma marque, et qu'est-ce que je fais pour changer la perception qu'ont les gens. Voilà. Et qu'est-ce qui fait passer à l'action? Qu'est-ce qui fait acheter? Si aujourd'hui, maintenant, je te dis tiens, voici un iPhone X, d'accord, un iPhone X à 200 euros, tu l'achètes parce que tu te dis iPhone X, je sais qu'il vaut plus de 200 euros. Et donc, en achetant ce truc-là, je fais un bon deal. Et je sais dans tous les cas que je peux le revendre. Et donc, tu l'achètes. Parce que la valeur perçue est supérieure à la valeur que je te demande de payer. C'est ça le commerce. C'est que le mec, quand il fait dans la balance, entre le prix que tu lui proposes et ce que tu lui proposes, c'est plus intéressant pour lui que d'acheter. C'est ça le commerce. Complètement. Je suis entièrement d'accord. 3 objectifs, donc cognitif, la notoriété, être connu, affectif, être aimé, conatif, faire agir sur le comportement. Ça, on est d'accord. Maintenant, pour vous, donc vous pouvez définir chaque objectif. Vous pouvez aussi définir un objectif beaucoup plus simple et qui n'est pas forcément sur l'argent ou sur l'unité ou smart, comme on dit. Par exemple, avec un vigneron, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas connu, je suis vigneron.
Mais dans 3 ans, je veux vendre 100 000 bouteilles et je veux être sur la table d'un grand chef qui a vraiment un nom important, un chef de renom. Je vais être sur sa table, dans son restaurant. Voilà. Ça, c'est un objectif, vous voyez ? C'est un objectif, bah là, alors après on peut le décortiquer, on peut l'analyser, est-ce que c'est un objectif de notoriété, est-ce que c'est un objectif affectif ? Pour moi, on reprend les trois, là, l'objectif, il reprend les 3 objectifs, mais on peut faire simple, on n'est pas obligé de rentrer, quand je vous dis ça, c'est scolaire, peut-être, mais justement, faites simple, vous. Moi, dans 3 ans, je veux vendre 100 000 bouteilles, 100 000 bouteilles, et en plus, je vais être sur la table d'un chef de renom. Voilà, c'est mon objectif en tant que vigneron. Quel est votre objectif à vous ? Posez-vous la question, c'est super important. Quel est votre objectif ? Ou indiquez-nous votre objectif. Et là, on va pouvoir répondre tous ensemble, justement. Définissez un objectif. C'est super important et c'est là que vous souhaitez aller. Maintenant, pour Enzo, pour reprendre, parce qu'on est là quand même pour accompagner Enzo et on a travaillé sur son objectif. J'ai pris les 3. On commence par l'objectif cognitif, on commence par l'objectif de se faire aimer, de se faire connaître, hein, même s'il est connu, c'est ce que j'ai dit. Et l'idée du premier objectif, c'est de faire du brand content, c'est-à-dire du contenu de marque, voilà, donc qui est plutôt basé sur lui que sur les clients. Je pourrais le développer, il me faudrait encore 1 heure pour le développer, on en a parlé beaucoup avec Enzo, c'est juste pour répondre un petit peu aux résultats hein, qu'on a eu avec Enzo. Mais pendant X temps, on va uniquement travailler sur le côté notoriété, mais notoriété, qui je suis. En fait, le premier, voilà, je vais le résumer comme ça. On va travailler pendant X temps, 6 mois par exemple, sur qui je suis, mes nouvelles valeurs. Ça, c'est ce que Enzo, ça va être son travail pendant 6 mois. Les premiers 6 mois, ça va être qui je suis, les nouvelles valeurs. Voilà. Qui je suis, quelle est ma nouvelle mission, quelles sont mes valeurs que je défends, etc. Avec tout un tas de formats de vidéos, avec tout un tas d'images, les canaux, les réseaux sociaux, etc. On va passer en deuxième étape, sur donc l'étape affective, sur je souhaite être aimé. Dans ces cas-là, on va passer sur plutôt du content marketing avec le customer centric, donc le client qui est au centre. Et là, on va parler des problèmes du client, on va parler de ses solutions, on va parler tout ce qui est client, donc par exemple des résultats de client, on va parler uniquement du client. L'idée, c'est de se faire rimer. Pourquoi ? Parce que si on parle du client, si je parle que de toi, forcément, tu vas m'apprécier. Tu vois, c'est un peu logique l'idée là. Et ensuite, on va faire agir, et on va passer 6 mois à faire agir le client. Et pour vous dire à quel point c'est important, pendant très 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 longtemps, et c'est peut-être votre cas d'ailleurs en regardant cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui me rencontraient, beaucoup de gens qui se disent ouais, faut que je rencontre ce mec, il a l'air cool, etc. Il est sympa, il a rencontré plein de gens que j'aime bien, ne savait pertinemment pas ce que je faisais. Parce que c'était tellement le bordel dans ma tête, tellement le bordel dans mon business, que même moi je savais pas ce que je faisais en fait. Et donc c'est normal. Tu peux pas apporter aux gens ce que tu ne sais pas déjà, ce que tu n'as pas en toi. Donc ça aussi c'est très important, c'est que, et c'est une information importante qui est revenue plusieurs fois dans ma vie, les gens ne savaient pas ce que je faisais, qui j'étais. À date, demain ça n'existe plus ça. Demain les gens vont savoir pertinemment, à chaque fois qu'ils vont découvrir mon contenu, à chaque fois qu'ils vont découvrir une vidéo, paf, il y aura au moins une phrase qui va rappeler très rapidement qui je suis, pourquoi je le fais. Et une identité visuelle, bien entendu. Et une identité visuelle qui va faire le rappel systématique. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est ça, et c'est peut-être une frustration que vous avez, vous, aujourd'hui, en mode que les gens ne savent pas m'identifier, ne savent pas qui je suis, ne savent pas ce que je fais, et j'arrive pas à le définir moi-même. C'était également mon cas. Et ben maintenant, c'est bon, quoi. C'est dur, ouais. C'est dur d'envoyer un message quand tu sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais en fait. C'est dur de communiquer. C'est dur de se faire entendre quand on sait pas qui tu es. Donc forcément, ou le contraire, c'est beaucoup plus simple de se faire entendre quand on sait qui on est. Voilà. Complètement. Donc là, vous avez les 5 leviers. Et on va les répéter, on va conclure là-dessus. Donc pour conclure, je vais vous faire apparaître un schéma. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Et le plus important, c'est ces points de contact de ce schéma. Vous avez 3 cercles. Vous avez l'ADN de la marque, donc vous, votre produit. C'est, comme on l'a vu, c'est quoi, comment, pourquoi surtout. Et aussi, on verra l'identité visuelle. Ça, c'est l'ADN de votre marque. Ça, c'est votre marque. Vous avez le business. Le business, c'est le marché, c'est vos concurrents, c'est le modèle économique, c'est les objectifs, c'est tout ça. Ça, c'est le marché. Ça, c'est le business, pardon. Alors déjà,
le point de contact entre votre marque et le business, c'est la vision. Parce que entre le marché et vous-même, logiquement, vous devez avoir à peu près la même vision. Je veux dire, par là, sur le produit, sur les mouchoirs, on va avoir à peu près la même vision. Hein. Voilà, c'est de faire plus confortable, moins cher, bref, etc., etc. Ensuite, vous avez le cercle de l'utilisateur. Votre avatar, on en a parlé. Quels sont ses problèmes? Quels sont ses points de friction? Quels sont ses désirs? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses valeurs? Parce que si on achète chez vous, c'est pour des valeurs. Quelle est la cible, justement? Ça, le point de friction, le point de contact entre l'utilisateur, votre cible, votre audience et votre marque, c'est la mission, justement. Vous voyez, on revient au point de départ. Pourquoi on le fait? Et donc, si on achète l'utilisateur, lui, il achète. Pourquoi vous le faites? Parce que c'est la mission d'achat. J'achète pour X raisons, j'achète pour l'écologie, j'achète pour être plus économique, j'achète pour ma famille, bref, les intentions d'achat sont complètement différentes, et vous, l'ADN de votre marque, le pourquoi vous le vendez, et ça doit se croiser. Là, il doit y avoir un point de contact. Voilà pourquoi vous devez définir votre mission, vos valeurs, vous devez définir le pourquoi. Encore une fois, le pourquoi, c'est super important. Et à côté de ça, vous avez bien entendu le marché. Vous avez le marché qui, lui, vit. Vos concurrents, ils sont là, ils se bagarrent aussi. Mais pour ça, vous allez plutôt être unique. Votre objectif, c'est vous différencier de toute cette masse. Et c'est là que, justement, on rentre le point de contact vraiment au milieu, on a au centre, justement, là, c'est l'image de marque. Là, c'est l'image de marque. Voilà. Lorsque vous allez réunir la vision, la mission, tous les points de contact, vous allez optimiser votre image de marque. Voilà. Je pense que c'est plus... Je sais pas si c'est plus clair pour toi, ces 3 schémas. Ça résume bien tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Si ça me fait penser d'ailleurs un peu au Ikigai, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Alors, d'une part, c'est vrai que ça résume, voilà, ça résume tout ce qu'on vient de voir là pendant cet épisode. Et en effet, je connais pas assez le Ikigai, mais je vais Non, mais en gros, en général, comment le Ikigai est mis en la forme avec laquelle il présente le Ikigai, c'est le cercle vertueux comme ça, et c'est justement le croisement. Donc voilà, ça c'est important. Alors, il y a peut-être des notions encore floues pour vous, mais allez-y, balancez les questions. Et on va répondre à tout ça. Faut que ça soit limpide. Moi, ce que je souhaite, c'est que le branding, ça soit pour vous simple, efficace, et que surtout on l'utilise de la bonne manière. Aujourd'hui, il y a trop d'entrepreneurs qui, encore une fois, pour eux, c'est un logo. Non, je crois qu'il y a tellement d'intérêt à faire un bon branding aujourd'hui pour un entrepreneur. Il y a tellement d'intérêt, il y a tellement d'impact dans un bon branding que essayez quand même, faites un peu tous les exercices qu'on vient de dire pour votre stratégie. En tout cas, j'espère que vous avez pu comprendre à quel point ça peut être important et c'est important pour vous de définir tous les éléments de stratégie qu'on a vus aujourd'hui. Pour moi, ça m'a vraiment fait un énorme bond en avant. Et là, je suis impatient de sortir le premier produit qui sortira en décembre, justement avec ces nouvelles valeurs. Alors, il n'y aura pas l'identité visuelle qui sera faite, il manquera des éléments, mais on aura les valeurs alignées avec un pourquoi, alignées avec une mission, alignées avec un avatar. Et voilà. De toute façon, en rebranding, on fait toujours une phase de transition, heureusement, en douceur. Pour résumer, allez, c'est parti, on va conclure. Pour mettre au point une stratégie, et là on parle de stratégie de branding de manière simple, mais efficace, vous aurez besoin, on l'a dit, de définir qui vous êtes, hein, c'est la moindre des choses. Donc, qui êtes-vous ? Pourquoi vous le faites ? Quelle est votre mission en tant qu'entrepreneur ? C'est super important ça. Voilà, je pense qu'on l'a assez répété. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, entre nous, essayez pas de construire une marque claire. Hein. Essayez même pas de construire une marque. Vendez votre produit, mais vous allez moins le vendre. Hein. Voilà. Si vous souhaitez construire une marque qui inspire confiance, répondez à ces questions. Voilà. Établissez vos valeurs. Vos valeurs vont seulement vous guider dans votre stratégie interne. Ça va vous guider vous. Hein. Vos valeurs vont déjà vous permettre d'avancer plus vite. Mais en plus, guider le consommateur pour qu'ils achètent chez vous parce que vous allez être
connecter. Donc, quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Ça, c'est très important. Essayez de comprendre vos différences par rapport au marché. Essayez de comprendre vos différences par rapport à la concurrence. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres, de vos concurrents? C'est super important. C'est l'objectif final d'une image de marque. Et pourquoi vos clients devraient-ils acheter chez vous et pas chez les autres? Voilà. Je pense que ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. En conclusion, essayez de rédiger un énoncé simple. On va faire un exercice ensemble. Essayez de rédiger un énoncé qui est simple. Voilà, pour votre marque. Vous allez marquer « Mon entreprise existe pour » et vous allez répondre « Pourquoi ?» Voilà. Dans 5 ans, nous avons le projet 2. Je répète, notre entreprise existe pour. Dans 5 ans, nous avons le projet 2. Je vais donner un exemple quand même. Notre entreprise existe pour améliorer l'écologie dans le monde en même temps que être dans un corps sain. Voilà. Ça pourrait être, je vends des chaussures. À chaque fois que je vends une paire, je vais prendre Fago. Chaque fois que je vends une paire de pompes, je plante un arbre. Donc, mon entreprise, elle existe pourquoi? Pour améliorer l'écologie, pour améliorer l'oxygène dans le monde, pour améliorer le corps de chacun. Améliorer le corps de chacun par rapport à l'oxygène, par rapport au monde, par rapport à l'écologie, mais aussi par rapport à nos pieds. Parce que plus on est dans un corps sain, moins on a mal aux pieds, mieux c'est. Donc plus, justement, les chaussures sont qualitatives, mieux dans notre tête on sera. Voilà. Dans 5 ans, nous avons le projet de quoi? De vendre 100 000 chaussures, donc de planter 100 000 arbres sur la Terre. C'est simple. Vous voyez, je suis pas parti dans des délires. C'est simple. Déjà, faites ça. Notre entreprise existe pour... Dans 5 ans, nous avons le projet 2. Dans tous les cas, les amis, si vous voulez retrouver l'intégralité des exercices, des exemples, des questionnements que David vous a partagés durant tout l'épisode, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous aurez juste à laisser votre email sur une page qui ressemble à ça et vous téléchargerez eh bien, une partie des questions qui nous ont permis de structurer cet épisode. Comme ça, à votre tour, vous pourrez refaire les exercices chez vous. Tout à fait, exactement. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur plein d'exercices, plein de documents. Pour tout dire, on a vraiment travaillé des dizaines d'heures. On peut pas vous ressortir ces dizaines d'heures comme ça. Moi, j'aurais bien aimé, mais alors ça serait un peu chiant. Du reste, je pense, voilà. Mais là, on vous a vraiment résumé l'essentiel. Maintenant, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, voilà, il y a juste à nous contacter, soit moi, soit Enzo, pour les diverses compétences qu'on a chacun, voilà. Mais si vous voulez aller plus loin dans le branding, vous avez juste à me contacter sur le site et il n'y a aucun problème, voilà. Pour vraiment découvrir tout ce que Enzo a pu découvrir, justement, les 20... On a travaillé sur déjà un guide de 20 exercices, on a travaillé sur plusieurs modèles de branding. Bon bref, il y a eu un boulot de malade, et encore merci Enzo pour avoir joué le jeu et pour justement vraiment comprendre ce qu'est le branding. Si à votre tour, vous voulez en tout cas mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment mieux le faire, manager les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à contacter David pour pouvoir booster Dans tous les cas, votre business et votre image de marque. Moi, je pense qu'on peut finir là-dessus. Hein. Brande-toi et jouis du succès encore une fois. Complètement. À vous de jouer, les amis. Brandez-vous et jouissez du succès. À très bientôt dans le prochain épisode. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube en cliquant ici ou là pour ne pas rater le prochain épisode de Brande-toi et jouis du succès. On se retrouve la prochaine fois. On va parler de quoi la prochaine fois, David? Alors, la prochaine fois, certainement d'identité visuelle. Visuelle, hein. On va commencer à parler de logo. On va commencer à montrer un petit peu tes travaux. Voilà, on va commencer à parler de tout ça, parce qu'en plus, je pense que tout le monde veut arriver à là, mais avant, il y avait des étapes, et vous avez vu que c'était important, ces étapes. À bientôt. Rendez-vous dans le prochain épisode, les amis. Ciao, ciao. Ciao.